Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique, le premier d'une saison 2021-2022, riche, très riche en événements politiques, puisque vous le savez très bien, il y aura au printemps prochain l'élection présidentielle, suivie bien sûr des élections législatives. D'ici là, les candidats vont se multiplier, les sélections vont s'opérer pour désigner les meilleurs candidats dans chaque camp. Et aujourd'hui, notre invité est le seul député Les Républicains de Poitou-Charentes, Didier Quentin. Bonjour. Bonjour. Nous allons bien sûr parler avec vous de cette course à la présidentielle dans votre camp et de la situation de la droite après 4 ans de macronisme. Nous parlerons également de la mise en application de l'obligation vaccinale pour les soignants, mais aussi des problèmes de desserte ferroviaire pour Royan qui ont le don visiblement de vous énerver. Voilà pour le sommaire succinct. Didier Quentin, entre la 3e vague Covid et son lot de restrictions, et puis cette météo plutôt morose, est-ce que l'été 2021 était pour Royan un été pourri? Permettez-moi un tout petit correctif. Je suis le seul député LR de la Pointe du Raz, la Bidassoa. Mais j'ai une collègue qui est députée dans la région, l'ex-région Limousin. Donc, je ne l'oublie pas. Alors, cet été, c'est plutôt bien passé. Nous avons peut-être eu un peu plus de monde, même que les années précédentes. Ça vient sans doute de la clientèle française qui, d'habitude, se rendait dans le Maghreb ou dans les îles ou aux Antilles ou autres, et qui, cette année, est resté en France. Donc, en revanche, ce que je déplore, c'est l'hyperconcentration, toujours, entre la mi-juillet et le 20 août, disons. Je suis toujours étonné par cela, parce qu'une bonne partie de notre clientèle, pratiquement la moitié, vient de la région Île-de-France, où toute l'année, ils s'entassent dans des métros, dans des RER, dans des embouteillages, etc. Et puis, à nouveau, pendant les vacances, ils se retrouvent les uns sur les autres. On parle de tourisme parce que, bien sûr, c'est très important économiquement pour le pays royannais. Tout à fait. Vous dites, OK, été 2021, une bonne année, un bon millésime. Une bonne année. Et je crois que le quoi qu'il en coûte, pour reprendre l'expression du président de la République, a été plutôt bien accueilli par les professionnels. Les Français ont pallié l'absence des touristes étrangers ? Oui, même s'il y a eu quand même quelques touristes britanniques, des touristes néerlandais, enfin du Benelux. En revanche, on n'a pas vu du tout d'Américains ou de Chinois, etc. Mais les Britanniques, c'est intéressant. Un des critères, c'est la consommation de vin blanc. Généralement, quand il y a beaucoup de vin blanc consommé, c'est que les Britanniques sont là. Alors on va être un peu plus sérieux, vous avez soulevé cet été un problème récurrent pour le pays royannais, à savoir sa desserte ferroviaire. Vous avez interpellé une nouvelle fois la SNCF pour des dysfonctionnements répétitifs et des horaires, je vous cite, fantaisistes ou peu raisonnables qui affectent l'attractivité du territoire et de son développement. Est-ce que vous avez eu une réponse ? Oui, j'ai eu une réponse, mais qui était vraiment dilatoire, d'une formule rugbystique. On dirait que ceux qui ont répondu ont botté en touche, ont renvoyé soit vers la SNCF proprement dite, soit vers le conseil régional. Tout ça n'est pas satisfaisant. Moi, je me bats depuis longtemps pour parachever le désenclavement ferroviaire de Royan. On a eu beaucoup de promesses qui n'ont jamais été tenues. Maintenant, chat échaudé. Une fois, j'avais une formule, je disais, la connexion avec la LGV est à l'horizon. Définition de l'horizon, ligne imaginaire qui recule au fur et à mesure qu'on s'en approche. Il y a une frustration, une impuissance du député par rapport à ce problème. Tout à fait. Alors, les avis divergent parfois. Moi, je trouve que c'est pénalisant pour le pays royannais, à la fois, bien sûr, sur le plan touristique, sur le plan économique plus largement, parce qu'on peut s'attendre à un développement du télétravail, éventuellement à des délocalisations. Les cadres de ces entreprises auront besoin, une fois par semaine, de se rendre dans la capitale. Et puis aussi sur le plan culturel. On a de grandes manifestations dans notre région. Je pense au festival du film francophone d'Angoulême, indépendamment de la bande dessinée. Actuellement, à La Rochelle, il y a le festival de la fiction télévisuelle. À Royan, on a des projets de festival, mais on bute souvent sur ce problème. Je prends un seul exemple. Vous butez malgré votre opiniâtreté depuis quand même pas mal d'années, j'imagine, malgré le fait qu'il y ait eu un secrétaire d'État, ministre des Transports, en la personne de Dominique Bussereau, qui est élu du territoire. Encore une fois, je parlais d'impuissance. Il y a une vraie impuissance. Là, on peut imaginer qu'il y a une vraie impuissance du politique face à des problèmes concrets. Tout à fait. Et je prends un autre exemple. Sur le plan culturel, on a une très belle manifestation, le violon sur le sable. Le violon sur le sable avait un mécène, M. Zimmermann, Baume et Mercier, le grand horloger suisse. Il a finalement arrêté au bout de 7 ans parce qu'il voulait inviter des clients prestigieux. Il butait sur ses durées de trajet, sur ses
ces ruptures de charge aussi. Il faut tantôt changer à Angoulême, à Poitiers, parfois à Niort, même à Saintes. Il y a des trucs complètement délirants. On peut faire Royan-Paris en faisant Royan-Saintes, Saintes-Bordeaux, Bordeaux-Paris. Je parlais d'impuissance. Est-ce qu'il y a de l'incompétence des politiques par rapport à ça ? Alors on nous oppose évidemment des raisons financières, il faut qu'il y ait certains chiffres, c'est la fréquentation des très grandes lignes, le Paris-Lyon, le Paris-Marseille, etc., qui permettent de financer des lignes plus petites. J'entendais tout à l'heure M. Moudingue, le maire de Toulouse, et il n'a toujours pas de réponse. Toulouse, c'est quand même une des grandes métropoles françaises, il n'a toujours pas de précision sur la liaison tant attendue entre Bordeaux et Toulouse. Alors le ministre délégué chargé des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, était cette semaine en Charente-Maritime pour parler de décarbonation du secteur aérien. Éric Vallée et Pierre Lahaye ont quand même profité pour le questionner sur ces problèmes ferroviaires récurrents. Je vous propose de l'écouter. Sur le ferroviaire, depuis 2017, on aura mis 75 milliards d'euros, quand on inclut la reprise de la dette de 35 milliards d'euros. On a retrouvé un réseau SNCF dans un état pas catastrophique, mais pas loin. Et donc on a choisi de réinvestir à la fois le réseau structurant, de relancer les petites lignes ferroviaires, de relancer le fret ferroviaire, les trains de nuit. Et donc tout ça participe bien sûr à une relance du mode ferroviaire dans son ensemble. Après, les TER sont gérés par les régions, et c'est donc aux régions de répondre sur l'organisation, les horaires, les prix de ces dessertes qui sont essentiellement régionales. Bon, typiquement un ministre qui botte en touche et qui dit que c'est à la région de s'en occuper. Tout à fait. Nous allons, bien sûr, je connais bien Alain Rousset qui a été réélu. Nous avons des représentants, même de ma famille politique, dans ce conseil régional. Ça va être un de nos combats à venir. J'ai vu récemment la venue du président de SNCF Réseau qui a parlé de sommes assez considérables. Il y a des projets concrets qui ont l'air de se préciser. L'électrification, l'amélioration de Niort-Saintes, peut-être avec des effets de train à hydrogène. Je crois que ce sont des pistes intéressantes. Pour le désenclavement de Royan, c'est probablement le passage par Niort qui est la meilleure formule. Alors depuis mercredi, l'obligation de vaccination pour le personnel soignant est effective. À l'hôpital de Royan, selon les syndicats, sur 618 personnes, 12 n'étaient pas vaccinées et ont donc été suspendues, même si les agents techniques et administratifs représentent une grande partie de ces 12 réfractaires. Est-ce que vous ne craignez pas que ça perturbe le bon fonctionnement de l'hôpital ? Non, je crois que les pourcentages que vous donnez, j'ai vérifié ça aussi pour d'autres centres hospitaliers, sont quand même très très faibles. Et on ne peut pas dire qu'il n'ait pas été averti. Je crois qu'il y a une incompréhension dans l'opinion publique de la réticence de ces personnels, paramédicaux autres, à ne pas vouloir se vacciner. Donc je crois que c'est un mouvement qui est quand même très résiduel. Néanmoins, est-ce que ça vous craignez que ça puisse... On sait bien que l'hôpital, la situation est très tendue dans tous les hôpitaux de France. 12 personnes en moins... Oui, mais là, je n'ai pas trop de crainte à cet égard. Je suis avec beaucoup d'intérêt les problèmes hospitaliers. J'étais président pendant une dizaine d'années du conseil d'administration, devenu conseil de surveillance. J'ai insisté, avec beaucoup d'autres collègues, pour que les députés soient systématiquement membres des conseils de surveillance des hôpitaux qui se trouvent dans leur circonscription. Alors, on va avoir une réunion prochainement, on va voir. Mais là, je dis pas ça va, il n'y aura pas de problème. Je crois que le pourcentage est très faible. Vous rassurez les gens par rapport à la capacité d'accueil de l'hôpital de Royan. En plus, on est un des départements, une des zones les moins touchées. Est-ce que vous comprenez malgré tout les réfractaires au vaccin ou pas du tout ? Difficile. Je rappelle que vous avez été atteint du Covid. Oui, alors j'ai été atteint du Covid, un Covid très léger, quasiment asymptomatique, au mois d'octobre de l'année dernière. Est-ce que vous comprenez ces réfractaires ? De plus en plus difficilement. Je trouve qu'il y a un côté un peu obscurantiste, avec notamment cet argument « on manque de recul ». Bon, mais qu'est-ce qui permet de dire que dans quelques décennies, le vaccin contre la poliomyélite ou je ne sais quoi n'aura pas des conséquences? Je crois que tout ça me semble assez irréfléchi et révèle une pensée un peu magique. Moi, je dirais à tout cela, les 120 000 morts, on est plus de rien, auraient été ravis, je pense, d'être vaccinés, y compris certains de mes amis. Je pense à mon collègue, le député Goasguen, qui est mort dans sa convalescence, ou à mon voisin député de Royan aussi, Raphaël Géard, qui a eu un Covid lourd. Oui. Si la grande majorité des Français acceptent le vaccin, ils sont quand même
nombreux à ne pas trop comprendre le pass sanitaire. Et justement, Emmanuel Macron envisagerait de lever le pass sanitaire dans certains territoires et dès que les conditions sanitaires le permettront, a-t-il dit. Est-ce que pour vous, le plus tôt sera le mieux ? Certainement. J'ai entendu sa formule. Il n'y aura pas plus heureux que moi si nous arrivons à lever ce pass sanitaire dans certaines régions d'ici la mi-octobre. Ça crée de vrais problèmes pour pas mal de commerçants, par exemple, je pense aux bars. Oui, là, il y a eu il y en a quelques-uns à Royan qui le confirment. Dans l'ensemble, vous voyez, moi, je me balade à la fois avec le pass sur le portable, le pass aussi par écrit. C'est une formalité qui est très rapide. Mais le président de la République a apporté ces précisions. Au passage, je note qu'il est en campagne électorale, comme on le voit dans beaucoup d'endroits. Est-ce que les députés ont été assez consultés pendant cette crise sanitaire ? Il y a souvent eu cette critique vis-à-vis du gouvernement et d'Emmanuel Macron de ne pas assez demander l'avis du Parlement. Non, l'avis du Parlement a quand même été sollicité assez souvent. Autant je fais la critique plus générale sur le fait que le Parlement est souvent instrumentalisé. Ça, c'est une évolution très préoccupante sous la présidence d'Emmanuel Macron, qui a tendance à s'occuper de tous les sujets, ne respectant pas ce qui était la lettre et l'esprit de la Constitution de la Ve République. Le général de Gaulle était en charge de l'essentiel. Et ses premiers ministres, que ce soit Michel Debré ou Georges Pompidou, s'occupaient, c'est l'article 20 de la Constitution. Le gouvernement détermine et conduit la politique de la France. Le président actuel a tendance à s'occuper de tout et à laisser les ministres un peu à l'écart. Mais encore, c'est accentué. Je dirais que Nicolas Sarkozy était le premier à le faire, hyper-président. Hyper-président. On a eu un président de la République à une époque qu'on avait surnommé Tonton. Je dirais qu'Emmanuel Macron, là, c'est un peu Tonton Cristobal. Parce que partout où il passe, il arrose, il arrose, il arrose. Un jour, il faudra bien d'où vient cet argent. Alors, en avril prochain aura lieu l'élection présidentielle. Pour l'heure, 5 candidats, les Républicains, se disent candidats à la candidature. Reste à savoir d'abord comment les départager. Le 25 septembre, un congrès dématérialisé décidera si cela passera par une primaire ou par une désignation à l'issue d'un congrès, pour le coup physique, je pense. Quelle est votre préférence et pourquoi ? Je crois que c'est le président du Sénat qui a employé cette expression de départage, parce que pendant longtemps, il y a un mot qui était tabou, c'est le mot primaire. Personne ne voulait d'être primaire. Ce en quoi, je crois, certains font une erreur, parce que ce qui nous a été fatal à la dernière élection présidentielle, c'est pas du tout la primaire. C'est ce qui a suivi la primaire, qui avait été remportée par François Fillon. C'est un certain nombre d'affaires, c'est l'histoire des costumes et autres. Donc je crois que je serais tenté de dire que la primaire, c'est ce que disait Churchill à propos de la démocratie, c'est le pire des régimes à l'exclusion de tous les autres. Comment départager ces 5 candidats que l'on voit là ? C'est le système le plus démocratique. Alors après, le problème est de savoir... Donc vous êtes favorable à la primaire ? Je suis plutôt favorable. Qui n'est pas dans l'ADN qui n'est de pas votre dans l'ADN, politique. évidemment, c'est la rencontre, on a dit toujours, entre un homme et une femme et le peuple français. Mais pour le moment, personne ne se détache, comme c'était le cas dans le passé. Enfin, encore que ça n'a pas toujours été le cas. Souvenons-nous que Chirac, Balladur, etc. Au passage, je note, puisque vous faites allusion à Jacques Chirac, que Jacques Chirac s'est déclaré le 4 novembre 1994. Donc les gens qui disent ça tarde, n'ont dans le passé. Et Sarkozy s'était déclaré à la fin novembre. Une primaire ouverte à tous ou juste Alors ça, c'est aux le débat militants, les adhérents. C'est le débat qu'on va trancher là, lors de cette commission exécutive qui se réunit le 22. Président des Républicains du département. Oui, il y a savoir la plus ou moins grande ouverture de cette primaire. Je note que les mouvements centristes proches de nous, avec lesquels on a toujours été associés, demandent cette ouverture. C'est le cas de M. Morin, c'est le cas de M. Lagarde et d'autres. Moi, je ne suis pas contre le fait que ça soit ouvert, parce que plus le socle sera large, mieux ce sera. Mais il ne faut pas en revenir à ce qui avait été le cas de la primaire précédente, où, à la limite, certaines personnes de gauche étaient venues voter aussi pour choisir celui ou celle qu'ils estimaient le moins bon. Mais comment vous faites pour savoir si... Il y a un certain nombre de conditions, de modalités qui peuvent être fixées, pas seulement la participation financière, mais ça, c'est tout à fait facile de contrôler. Il y aurait une différence entre la primaire
primaire des Verts et celle des Républicains ? La primaire des Verts a l'air assez ouverte, sans mauvais jeu de mots, avec 120 000 participants. Oui. On va voir ce que ça donne. Alors que les Républicains, donc, je rappelle, est un parti politique qui a environ 80 000 adhérents à jour de cotisation. Ils étaient 215 000 en 2014. Alors justement, ça pourrait être ouvert à ceux qui, dans les années précédentes, ont été militants, adhérents, sympathisants, etc. En Charente-Maritime, combien d'adhérents à jour de cotisation ? On doit être pas loin de 1000. Mais ce qu'il faut constater, c'est que chaque fois qu'il y a une élection présidentielle, on voit beaucoup de gens adhérer. Oui, l'hémorragie semble stopper, c'est ce que dit Christian Jacob. Tout à fait, ça je le confirme. Et on a eu des manifestations. Ce qui a été très positif pour les Républicains, c'est nos journées parlementaires, enfin des députés à Nîmes, il y a une dizaine de jours. Ça s'est déroulé dans un excellent climat, une excellente ambiance. Tous les candidats, les 5 candidats étaient là. Et oui, justement, y compris Xavier Bertrand. On va parler de tout ça. Alors, l'un des candidats, Philippe Juvin, lui, était en Saintonge, le week-end dernier. L'occasion de prendre le pouls des militants LR. Regardez. Un candidat à la présidentielle, les pieds dans la terre, sécateur en main, un renfort inattendu mais bienvenu pour ce début de vendange. Ce qui m'a attiré, c'est surtout les vignes, en fait. Et puis peut-être l'occasion de faire connaissance d'un candidat que je trouve intéressant. Philippe Juvin a le contact facile, serrant des mains avec un plaisir non fin et à l'aise autour d'un casse-croûte, comme un ancien illustre président corrézien. La comparaison avec Jacques Chirac s'arrête là. Philippe Juvin n'est pas qu'un expérimenté de la politique. Ancien officier de réserve en Afghanistan, il est aujourd'hui chef du service des urgences à l'hôpital Pompidou. J'ai un parcours personnel qui n'est pas le parcours des autres. Mais c'est un parcours personnel qui m'a permis de découvrir ce qu'était la France, les Français. Et d'une certaine manière, je n'ai pas besoin de sondage pour savoir ce que pensent les Français. Je les vois tous les jours, je vis, moi, comme eux. Dans son Tour de France, comme ici dans les vignes, Philippe Juvin tente de convaincre et de se distinguer des 3 autres candidats déclarés. Pas facile chez les Républicains quand l'idée même d'une primaire fait débat. Il en faut vraiment un qui se décide et puis c'est tout, quoi. Là, aujourd'hui... c'est mal embarqué. Personne ne se détache, mais parce qu'on n'a que des bons. Donc il faut choisir le meilleur des bons et y a un moment, il faudra trouver une solution. Comme les vendanges, les visites des candidats LR en région devraient se poursuivre durant tout le mois, au moins jusqu'au 25 septembre, date à laquelle cette primaire sera confirmée ou tout simplement abandonnée. Retour sur le plateau de Dimanche en politique avec Didier Quentin, député Les Républicains de Charente-Maritime. Didier Quentin, avez-vous, parmi ces 5 candidats à la candidature, une préférence ? Disons que mon cœur balance, parce que ce sont tous des amis. Il y aurait au passage d'ailleurs de quoi faire un excellent gouvernement. Je vois bien Mme Pécresse à l'éducation, M. Ciotti à l'intérieur, Juvin à la santé. Et qui voyez-vous à l'Élysée alors ? Michel Barnier, Premier ministre. Bon, alors pour le moment, mon cœur balance entre Michel Barnier, qui a la hauteur de vue, qui a l'expérience, qui a souvent une fausse image. J'ai entendu l'autre jour dans un dire Barnier, c'est un technocrate européen. Pas du tout. Il a été élu à 23 ans. Il n'a jamais fait l'ENA, Sciences Po ou autre. Et il a été président du Conseil général de la Savoie, député très jeune. Il a fait les Jeux olympiques d'Albertville, qui ont été une formidable réussite. Et donc, je pense que c'est lui qui a la dimension présidentielle. Il a été à la Commission européenne, il s'est occupé du Brexit, il a été ministre des Affaires étrangères, ce qui est très important, surtout dans le contexte actuel, avec la décision prise par nos amis australiens, américains avant-hier. Il a cette dimension. Valérie Pécresse a aussi cette expérience de terrain. Elle a été une très bonne ministre. Elle a fait une des plus grandes réformes du quinquennat de Nicolas Sarkozy, avec la réforme des universités, présidente de la région Île-de-France. Mais il faudra choisir. Il faudra choisir. Et donc, le choix est toujours difficile Barnier. Parce qu'il y a du monde au portillon, comme disait David Labiche. Ils sont tous très bons. D'autant plus, Didier Quentin, qu'à droite, une autre candidature risque un peu de parasiter celle du candidat LR, puisque je parlais bien sûr de Xavier Bertrand, qui a décidé de partir, lui, en solo. Est-ce qu'il a eu raison ? Il est parti en solo. Je pensais qu'il... Je rappelle qu'il n'est plus LR depuis 2017. Il n'est plus LR, mais enfin, tous ces derniers jours, il a dit qu'il serait tout prêt à se prêter. Parce que la chose est simple. Le président Macron a une assurance vie, c'est Marine Le Pen. Bon.
Si c'est Marine Le Pen qui est au second tour, Macron a toutes les chances d'être élu. Inversement, nous pouvons gagner si nous avons qu'un seul ou une seule candidate. Il est évident, s'il y en a 2 qui vont, ils seront éliminés et on sera. Alors voilà, l'équation est simple, mais donc elle n'est pas forcément facile à régler. Est-ce que finalement le candidat naturel de la droite ne serait pas Emmanuel Macron ? Ça a l'air d'une boutade, mais c'est une question sérieuse. Oui, non, le sentiment de beaucoup de gens, c'est qu'il a fait une politique économique et financière, disons, de centre-droit, grâce au talent d'un de ses ministres, que j'ai suivi pendant longtemps, avec qui je garde de bonnes relations, c'est M. Le Maire. Bon, donc il y a ce jugement, il a fait plutôt une Édouard politique... Philippe en Premier ministre, qui était quand même... Et puis il a eu Édouard Philippe aussi, qui venait aussi de LR, et puis qui a dit que... il n'a pas dit son dernier mot. C'est pas pour paraphraser le bouquin de Zemmour que j'emploie cette expression, mais enfin c'est Le Maire qui a eu cette réponse. En revanche, sur d'autres sujets, il a pratiqué le en même temps, ce qui conduit à des positions souvent contradictoires. Et qui fragilise la droite. Et qui fragilise surtout Emmanuel Macron lui-même, parce qu'un jour il parle de violence policière, un autre il en arrive jusqu'à des points de détail incroyables pour présenter le futur calot des policiers et autres. On n'a jamais vu le général de Gaulle venir parler de la tenue des policiers. Donc cette tendance à vouloir s'occuper de tout, se mêler de tout, promettre tout et le contraire de tout, nuit à son image, qui est un peu brouillée. Sur d'autres sujets sociétaux, comme l'on dit, il a voulu être absolument dans l'air du temps. Mais je cite toujours cette formule, ceux qui veulent être absolument dans l'air du temps s'exposent à avoir un destin de feuille morte. Donc, être trop à la mode. Mais ça, c'est le chèque du en même temps. Beaucoup de vos collègues Didier Quentin disent, vos collègues LR, disent que la France n'a jamais été aussi à droite. Êtes-vous d'accord ? Et qu'est-ce que ça implique pour les Républicains, ça ? Je crois que c'est assez vrai. Il y a une espèce de surenchère à droite. Alors, le trublion, si on peut dire, depuis quelques jours, c'est Éric Zemmour. Je crois qu'il y a l'opinion, on le voit sur quantité de sujets. Alors Zemmour, on va voir ce que ça va donner. Moi, je ne suis pas convaincu. Chez vos militants, dans votre fédération en Charente-Maritime, est-ce que vous sentez ce glissement ? On sent un intérêt. J'ai vu un phénomène là, alors je peux le citer, l'ancien responsable du Rassemblement national sur le Pays royannais, qui était mon adversaire traditionnel, à droite ou à l'extrême droite, abandonne Marine Le Pen et m'a dit récemment qu'il allait soutenir Zemmour. Donc on sent ce mouvement vers la droite. L'extrême droite, ça me semble parfois un peu caricatural. Donc ça serait une opportunité pour vous en ce moment, en tout cas l'état d'esprit, on va dire, de la société française serait logiquement quelque chose de favorable pour la droite. Pourtant, malgré les succès électoraux des dernières élections municipales, en particulier en milieu rural, on ne voit pas bien vraiment où va la droite française. Pas de grandes idées, pas de leader naturel. Oui, mais alors ça, comment vous expliquez cette... J'explique ça parce qu'actuellement, le débat porte, et c'est légitime en partie, uniquement sur l'incarnation, et on oublie qu'on a un projet. Alors, LR. Citez-moi, dans ce projet, citez-moi une idée qui serait novatrice et dont personne d'autre ne propose. Il y en a, c'est autour de 3 grands thèmes. Protéger, libérer, rassembler. Rassembler les Français autour d'un nouveau projet de société. Ça, tout le monde le dit, Didier Quentin. Oui, non, mais tout le monde le dit. Mais après, c'est pas tout. Vous savez, l'expression des gens du Nord, grand diseux, petit faiseux. Je trouve que beaucoup de promesses ont été faites, elles n'ont pas forcément été tenues. Alors concrètement, ça se ferait quoi ? Réarmer l'État, défendre nos secteurs stratégiques, c'est tout à fait essentiel. Ça, je crois que c'est un des grands défis. Et c'est là qu'un homme comme Michel Barnier peut faire bénéficier le pays de son expérience. On assiste à une espèce d'effacement progressif, je n'aime pas beau déclinisme, mais de l'Union européenne et de notre pays. Le plus bel exemple, c'est la manière dont nos amis ou ex-amis australiens, et avec les Américains, ont annulé ce contrat, qui était le contrat du siècle, avec 50 milliards d'euros. Bon. J'ai reçu une belle lettre ce matin de l'ambassadrice d'Australie à Paris pour donner les raisons. Bon, Biden, on pensait que Biden allait être quelqu'un de très courtois, très gentil. Il poursuit exactement la politique de Trump d'une manière un peu plus polie. On est sur de la politique internationale, oui, mais c'est essentiel, parce que le président de la République, chef de l'État... C'est là-dessus qu'on est élu à la présidence de la République. Pas forcément, mais il faut arriver à convaincre dans une campagne que c'est ça l'enjeu essentiel. C'est de savoir, le président de la République, c'est la voix de la France. Il faut que la voix de la France continue d'être entendue. Et
ça a des conséquences sur tous les sujets, y compris les sujets de la vie quotidienne Le temps de presse, nos Didier compatriotes. Quentin. Un mot, s'il vous plaît, sur les prochaines législatives. Vous avez dit que ce mandat en cours de député était votre dernier, vous confirmez ? Il ne faut jamais dire des choses définitives. Non, j'avais l'habitude de dire, mais c'était une boutade, je me présenterai à l'Assemblée nationale jusqu'à ma mort, je ne songerai au Sénat qu'après. Du jour où vous dites « j'arrête », vous n'existez plus, parce qu'on vous considère déjà comme fini. Alors, tout dépendra du contexte, et ce qui est fondamental dans une décision de ce genre, qui sera président ou présidente de la République, par exemple, quels auront été les thèmes les plus forts, les plus porteurs. Vous allez avoir pendant 75 ans en décembre, on est d'accord ? C'est-à-dire 4 ans ou presque 5 ans de moins que le président des États-Unis. Je considère que le mandat de député de la 5e circonscription de la Charente-Maritime est quand même beaucoup moins lourd que la présidence des États-Unis. Alors tout dépendra aussi de l'état de santé, physique et intellectuel. Et puis, nous verrons. Ce qui sera déterminant, c'est est-ce que je peux encore être utile ? Aujourd'hui, vous dites oui. Aujourd'hui. Je vous dis, là encore, ça dépend du contexte. Je note que si c'est le président Macron qui est réélu, je crains, sans être désobligeant envers mes chers collègues, il y en a beaucoup avec qui j'entretiens des relations très cordiales, même souvent on travaille ensemble, y compris avec mon collègue député Raphaël Gérard sur l'histoire de ferroviaire, c'est devenu une chambre d'enregistrement. Moi, au bout de plusieurs mandats, 25 ans pratiquement, j'ai connu des périodes où l'Assemblée nationale était pleinement associée, même du temps de Sarkozy. C'était Copé, Jean-François, qui était président de notre groupe, il avait la notion de coproduction législative. On a bien compris que vous hésitiez encore, la décision n'est pas prise. Si jamais vous n'y allez pas, David Labiche, secrétaire départemental des LR, c'est un successeur potentiel possible ? David a montré beaucoup de qualités. Il a bien tenu la tête de liste au régional. Je signale que finalement, nous avons fait plus de voix que Mme Darrieussecq. La liste de Mme Darrieussecq était la candidate du gouvernement d'Emmanuel Macron d'En Marche. Donc David a beaucoup de qualités. Il représente la voix des militants. C'est la voix de notre base, mais il a beaucoup appris. Ce serait un successeur idéal, non ? On va avoir oui, mais il n'est pas dans ma circonscription. On va avoir une contrainte, c'est de présenter aussi des candidates. Et c'est important. Là, on a un petit déficit en matière de parité. Est-ce que c'est aussi pour ça que vous dites peut-être que j'y retournerai parce qu'il n'y a pas ce que vous... Oui, mais on doit pouvoir trouver. Mais les femmes, de ce point de vue-là, sont souvent beaucoup plus responsables que les mecs, j'allais dire, un peu machos. Et elles ont peut-être pas des pudeurs, mais elles hésitent parce qu'elles se disent nous ne serons peut-être pas à la hauteur, etc. Merci beaucoup, Didier Quentin. C'est la fin de cette émission déjà. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour voir ou revoir ce numéro de Dimanche en politique. Il vous suffit d'aller sur notre site internet, vous le savez, et vous vous dirigez dans l'onglet émissions. La semaine prochaine, je recevrai 2 nouveaux présidents de département, la deux-sévrienne Coralie Desnoux et le charentais Philippe Bouty, pour leur place au journal de la mi-journée, présenté par Florent Loiseau. Excellente semaine à toutes et à tous et à dimanche prochain.